L'Algérie, on en parle peu. Lors du printemps arabe en 2011, à peu près rien n'a bougé dans ce pays, pourtant voisin de la Tunisie et de la Libye, qui eux ont été véritablement chamboulés par les révoltes populaires. Or, l'Algérie, qui est une puissance régionale, le plus grand pays d'Afrique, semble réagir 5 ans plus tard aux révolutions arabes avec l'adoption, début février, d'une nouvelle constitution censée démocratiser un régime qui concentre, il faut le dire, beaucoup les pouvoirs au sein de l'exécutif, dirigé depuis 1999 par le président Abdelaziz Bouteflika, qui en est à son 4e mandat. Certains parlent d'un tournant historique, d'autres d'un simulacre de démocratisation. On va essayer d'y voir plus clair dans tout ça avec nos 2 invités. Islam Amin Deradji, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et Samir Benjafer, correspondant à Montréal pour le quotidien algérien El Watan. Bonjour. Oui, bonjour. Merci à vous deux d'être en studio aujourd'hui. Islam, tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle constitution qui a été adoptée au Parlement algérien avec une forte majorité, il faut le dire, là? Qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle constitution-là qui nous fait parler d'une démocratisation? Plusieurs réformes ou révisions constitutionnelles ont été présentées par les autorités comme étant garantes d'une avancée démocratique. Ces réformes ont fait l'objet de vives critiques par l'opposition, mais pour les rappeler en vrac, il y a la limitation du nombre de mandats présidentiels. Il s'agit, 2, je pense. Oui, de mandats de 5 ans. Il s'agit d'une disposition qui existait déjà dans la Constitution de 1996, qui avait été abrogée en 2008 pour permettre au président de briguer un 3e mandat. Mais il y a également la création d'une instance de surveillance des élections chargée d'assurer que le processus électoral ne soit pas entaché d'irrégularités. Il y a également la possibilité pour l'opposition de saisir le Conseil constitutionnel dès lors qu'on considérait que certaines lois intenteraient aux articles, aux droits et libertés consacrés par la Constitution. Je ne sais pas si... moi aussi, je rajouterais, il y a aussi 2 points qu'il ne faut pas oublier. Il y a un point un peu technique, c'est qu'avant, dans la dernière Constitution, qui a été révisée en 2008, le Premier ministre n'était pas nécessairement issu de la majorité, mais avec la nouvelle, il devrait être issu de la majorité au Parlement. Il y a aussi l'élément de la reconnaissance de la culture, de la langue berbère, de la langue tamazight. Avant, donc c'est un peu technique, il y a eu il faut revenir un peu en arrière. Les révisions pour la Constitution en Algérie, on a eu 3 révisions depuis Bouteflika a fait finalement 3 révisions de la Constitution. C'est pas la première. La première, il l'a faite en 2002 en introduisant la notion que la langue berbère, je dirais berbère générique comme ça, tamazight, qui était devenue langue nationale. C'est un statut particulier. Et puis en 2008, il a fait la révision de la Constitution pour faire sauter le verrou du nombre de mandats qui était à 2. C'était à peu près au même moment où Chavez faisait la même chose au Venezuela. Donc, ils ont fait passer la pilule comme ça. À l'époque, l'opposition appelait ça comme un viol de la Constitution. C'est le terme consacré. Le terme utilisé. Exactement. Et puis récemment, avec la nouvelle Constitution. Donc, pour revenir à la langue tamazight, donc, en 2016, donc, la langue, elle obtient un statut de langue officielle. C'est un peu maintenant, l'Algérie est dotée de 2 langues officielles, l'arabe et le tamazight. D'accord. Et justement, les critiques sont nombreuses. Là. Il y en a qui parlent des gens dans l'opposition, des observateurs, qui disent que tout ça est un peu de la poudre aux yeux. Est-ce qu'on doit réellement parler d'une démocratisation avec les mesures que vous venez de résumer, d'évoquer, là? Il y a également, juste pour le rappeler rapidement, le fait qu'on essaye de réduire la capacité du président à légiférer par ordonnance, sur décret. La plupart en fait, des mesures qui ont été prises ont été vivement critiquées. Pour ce qui est de la limitation du nombre de mandats, on fait remarquer qu'il y avait déjà ces dispositions dans la Constitution de 1996. Cela n'a pas empêché le président, les autorités, de faire sauter ce verrou. Ces derniers rétorquent que ce qu'il y a de nouveau dans cette Constitution, c'est qu'il y a une clause d'intangibilité. C'est-à-dire qu'à l'article 178, il est indiqué qu'on ne peut revenir sur la limitation des mandats. D'accord, cela dit, clause de non-retour. Cela dit,
si on regarde les pays voisins, notamment le Niger, il y avait une telle clause dans la constitution du Niger. Ça n'a pas empêché en 2009 l'organisation d'un référendum en dépit de l'objection du Conseil constitutionnel, etc. Bon, on a résulté finalement un coup d'État. Donc, disons, est-ce que l'opposition doute que les garanties ou les réformes soient suffisamment crédibles? Pour ce qui est, par exemple, de la création d'une instance chargée de la surveillance des élections, ce qu'on fait remarquer, c'est que non seulement le président, mais les membres de cette instance seront désignés par le président, nommés par le président de la République. Donc, dans quelle mesure est-ce que des personnes qui sont nommées auront une marge de manœuvre et pourront s'affranchir de la tutelle de ceux qui les nomment? Donc, il y a tous ces éléments qui sont pointés du doigt par l'opposition. Pour revenir, par exemple, sur le statut de la langue amazigh brièvement, c'est vrai qu'il y avait eu une première réforme constitutionnelle en 2002 qui consacrait l'amazigh langue nationale. On montrait que ce n'était pas suffisant parce que l'État s'engageait à promouvoir la langue sans nécessairement s'engager à l'utiliser. Avec l'officialisation, on a l'impression d'une avancée réelle. Cela dit, ce que l'opposition reproche, c'est qu'il y a toujours dans l'article 3 de la Constitution une phrase qui souligne que l'arabe est la langue officielle de l'État, ce qui introduit une certaine ambiguïté. Et par ailleurs, et je finis là, par ailleurs, dans les clauses de révision constitutionnelle, l'arabe est assorti d'une clause d'intangibilité. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas sur l'arabe comme langue nationale, etc. Ce qui n'est pas le cas de la langue amazigh. Donc certains suggèrent que ça réintroduit une forme de hiérarchie. Donc, voilà. Vous parlez beaucoup de la question de la langue, et c'est vrai que lorsqu'on lit sur la nouvelle Constitution, c'est un élément qui revient assez haut dans les... c'est un enjeu de démocratisation important pour l'Algérie, la question de la langue. C'est normal quand tu as 10 millions de personnes dans un pays de 40 millions qui parlent berbère et que ce n'est pas reconnu et que ça a été combattu. C'est un grief longtemps porté qui a amené des tensions, qui a amené des problèmes. Mais c'est le résultat de tout un long combat. Donc, on a eu... Le problème qui s'est posé, c'est à l'indépendance. On a dit que l'Algérie est un pays arabe et que l'arabe, c'était la langue officielle, et on est parti sur ça, tout en niant toute une partie de la population qui ne parlait même pas arabe. Donc, dont la première langue est le tamazigh. Donc il y a eu... Bon, même il y a un débat sur l'arabe, quel arabe on parle en Algérie, tout ça. Donc, et puis, il y a eu tous des mouvements, ça n'a jamais arrêté, les mouvements de... on a eu le mouvement culturel berbère qui a travaillé sur ça. Et puis, ça a donné... Donc, c'est un long combat qui a abouti à cette... à ce qu'on soit officialisé. D'accord. On peut difficilement passer sous silence le fait que, et je le mentionnais en introduction, que l'Algérie, malgré son importance, son poids dans la région et le fait qu'elle soit voisine de pays qui ont été bouleversés par le printemps arabe, la Tunisie et la Libye, elle n'a pas beaucoup bougé, est restée stable tout ce temps-là et reste encore stable. Comment expliquer ça? Bon, il ne faut pas oublier que... je ne sais pas si on peut le dire, mais on a eu notre printemps arabe en 88 en Algérie. Il y a eu des réformes. La première constitution pluraliste en Algérie, elle a eu en 89. Donc, ce qui s'est passé en Tunisie et ce qui s'est passé en Égypte, par exemple, on l'a déjà vécu bien avant que ça arrive dans le monde arabe. Donc, en Algérie, c'est que les gens étaient... Donc, ils avaient déjà expérimenté ça. Par exemple, ce qui s'est passé en Égypte, on a eu les élections, ça a donné des islamistes au pouvoir, puis l'armée est intervenue. Ça, on l'a vécu. Donc, il y a quelque part, les gens ont déjà vécu cette expérience. Un observateur de l'extérieur pourrait se dire pourquoi ça n'a pas bougé. Ça a bougé avant. Ce qui s'est passé en Algérie pendant les émeutes de 2000, il y a eu des émeutes en 2011 qui étaient en parallèle avec le printemps arabe. Il y a eu déjà le résultat de ces émeutes, c'est que cette constitution a été révisée parce que c'est pendant ces émeutes que le président a promis qu'il y aura des réformes constitutionnelles et tout ça. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et on a abouti. Mais entre-temps, comment le pouvoir a pu maintenir la contestation? C'était dans une période d'embellie financière pour le pouvoir en Algérie, qui a fait vraiment, il a arrosé tout le monde. Il y a des mécanismes, comment on arrose tout le monde, et puis ça a calmé les choses. Je vais essayer de revenir sur le contexte qui va présider à l'annonce de la réforme constitutionnelle, pour montrer également pourquoi est-ce qu'il y a des suspicions quant à la possibilité réelle que cette nouvelle constitution soit à l'origine d'avancées démocratiques.
C'est qu'il peut toujours exister un écart entre l'esprit des lois, ou entre les lois formelles, et l'exercice concret, les pratiques concrètes d'exercice de l'autorité. Pour ce qui est, par exemple, de la réforme constitutionnelle, si on la remet dans son contexte, on peut se demander si c'est pas pour assurer, au contraire, la pérennité du régime, moins pour renforcer les droits et devoirs. Pour preuve, si on regarde à quel moment sont prises les réformes constitutionnelles, hormis celle de 2008, celle de 2002 et au moment où il y a l'annonce en 2011, c'est tout le temps dans un contexte d'instabilité sociale. Donc la réforme constitutionnelle est devenue un instrument parmi d'autres. On a parlé de la distribution de la rente pétrolière qui permet d'acheter la paix sociale. L'Algérie est un pays producteur de pétrole et de gaz, il faut le dire. Oui. Et la réforme constitutionnelle est un instrument parmi d'autres aux mains des autorités pour gérer une crise, pour faire des concessions ciblées, agréer certaines demandes dans l'objectif de préserver l'essentiel qui est le pouvoir et de maintenir la pérennité du régime. Donc c'est ouvrir progressivement pour mieux régner d'une certaine façon. Ouvrir et contenir en même temps, donc c'est contenu. Donc, contenir quoi exactement? Contenir la possibilité de débordement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des revendications de la part des partis politiques, de la part de l'opposition, de la part des associations. Et quand tu fais une réforme comme ça, tu leur tires le tapis sous le pied. C'est ça. Exactement. En fait, c'est une manœuvre politique assez habile qui permet à la fois de piéger l'opposition, parce qu'on lui coupe l'herbe sous le pied en agréant tout de suite ses demandes pour gagner du temps, mais ça permet aussi d'envoyer un signal sans équivoque à la communauté internationale, de dire que les autorités sont en contrôle, qui reprennent le monopole de l'initiative, qui sont à nouveau en mesure de dicter l'agenda et qui sont en mesure de s'engager dans une voie de réforme. Lorsqu'on voit ça, on peut juste saluer ou soutenir. Et donc voilà, ça permet à la fois de juguler des pressions internes et aussi envoyer des signaux clairs à l'étranger. En même temps, il y a ces réformes, ces signaux à l'extérieur, tout ça, mais en même temps, il y a un travail de sape de toute l'opposition en interne. Le pouvoir en Algérie, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez dire, un travail de sape, je vous donne un exemple. Les associations qui se créent, par exemple, des associations de chômeurs, des gens qui en ont marre, par exemple, pendant que Bouteflika voulait avoir un 4e mandat. C'était une hérésie à l'époque. Donc, à ce moment-là, il y a eu des gens qui n'en voulaient pas. C'est vrai que c'était des petits groupes. Mais le pouvoir a tout fait pour les décrédibiliser vis-à-vis de l'opinion. Alors, il ne faut pas oublier qu'en Algérie, c'est vrai qu'on n'a pas de liberté d'expression dans les médias publics. Mais on a aussi des chaînes de télévision qui sont par satellite et qui sont encouragées par le pouvoir sur place. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ces gens-là, par exemple, on avait le mouvement Barakat, c'était de la propagande anti-mouvement Barakat qui n'a pas arrêté pendant presque une année, qui a fait que les gens se retrouvent presque, ils les ont complètement nivelés pour qu'ils ne puissent pas parler. Malheureusement, je dois vous arrêter ici. C'est tout le temps qu'on avait. Mais Islam Amin Deradji et Samir Benjafer, merci beaucoup pour toutes ces explications et au plaisir de s'en reparler. Merci beaucoup. Merci, au revoir.